Bienvenue dans ce 6e épisode du podcast Les Femmes de l'Image et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va découvrir ensemble l'envers du décor d'un film documentaire qui s'appelle Plaisir. Mein Name ist Michael Lenke und ich bin Erfinder des Womanizer. C'est une révolution. 50% der Frauen ihrem Mann eigentlich den Höhepunkt vorspielen. On nous fait comprendre que surtout la meilleure façon de faire l'amour, c'est avec un pénis dans tous les cas. J'allais sur internet et je cherchais quels étaient les symptômes de l'orgasme. C'est clairement pas le truc magique pour moi, mais c'est intéressant. C'est pas humain. Et j'ai découvert que j'étais capable d'avoir un orgasme, donc je n'avais absolument pas honte. C'était une chouette première fois. Le 10 février, Brutix sort sur sa plateforme de streaming le film documentaire Plaisir qui traite du sujet du plaisir féminin et j'ai eu la chance de rencontrer l'une des deux réalisatrices mais aussi journaliste chez Brut, Victoire Mabille. J'ai interrogé Victoire sur comment on réalise un documentaire sur cette thématique qui est le sujet du plaisir féminin, un sujet qui reste encore tabou dans certaines parties de notre société et exclusivement pour les femmes de l'image, Victoire nous ouvre les portes de l'envers du décor de la création de ce documentaire. Je vous souhaite une bonne écoute. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir spécifiquement le sujet du plaisir féminin en tant que réalisatrice ? Je trouvais qu'il y avait pas encore beaucoup de représentation dans la pop culture de manière générale. Quand j'ai voulu, c'est parti d'une quête pas interne, mais en tout cas de débat avec des copines autour de ce type de sujet, des copines qui étaient pour certaines frustrées, d'autres qui avaient beaucoup de choses à dire. Et je me disais, tiens, mais à part les débats qu'on a entre copines ou entre copains tout court d'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'ouvrage. Ça commence un tout petit peu à prendre de l'ampleur dans la pop culture, mais en tout cas pour mes questions personnelles et toutes les questions que mes copines se posaient, j'ai pas trouvé le média, le pendant qui répondait à mes interrogations directes. Et j'ai voulu du coup chercher, en tant que journaliste évidemment, je vais toujours chercher des docs, des infos un peu précises. Et j'ai trouvé que l'offre documentaire était malheureusement encore assez pauvre et très clinique. Alors, qui sont super et qui permettent de prendre conscience de la taille du clitoris, de savoir que la partie interne est la plus importante, enfin plein de petits éléments cliniques, mais qui répondent pas forcément aux questions qu'on se pose quand on est une jeune fille entre 18 et... d'ailleurs, je dis n'importe quoi, c'est pas entre 18 et 35 ans, de 7 à 77 ans, c'est des questions tellement importantes, je trouve. Et voilà, sur les questions du rapport à l'autre, au-delà de la dimension clinique et médicale, j'ai pas trouvé de réponse à ces questions-là et je me suis dit, tiens, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Et puis après, c'est venu d'une discussion avec mes rédacteurs en chef, où toutes les semaines, on essaye de se voir et de dire, c'est quoi ton prochain sujet? Et on parlait de plein de choses et pas du tout de plaisir féminin à la base, parce que peut-être que c'est moi qui me suis auto-censurée à me dire je suis en face de deux garçons mâle blanc cisgenre quadragénaire, est-ce que je vais vraiment parler de clitoris et trucs comme ça. Et bref, la conversation tournait de on aime bien raconter les petites histoires dans la grande, une histoire un peu fun mais qui dit quelque chose de fort et d'important pour la société. Et là, ça a fait tilt. Je me suis dit, ah putain, ça y est, Eureka. Et en fait, je disais, vous savez, en termes d'histoire marrante et qui veut dire beaucoup de choses sur un thème sociétal, c'est les inventeurs du womanizer, qui sont pas du tout des gens qu'on imagine en fait. En général, quand on parle de sextoy, on pense que c'est des grosses usines chinoises, des grands labos de développement américains qui ont aucune prise en compte de l'humain, du sentiment. Et en fait, pas du tout, les inventeurs du womanizer. J'étais tombée par hasard sur un article. En fait, c'est un couple d'Allemands sexogénaires, voire septuagénaires, hyper mignon, et en fait, c'est l'histoire juste d'un mec. J'ai pitché ça en mode, c'est juste l'histoire d'un mec qui voulait faire jouer sa femme, en fait. Tout simplement, en fait. Et tout simplement, en fait, il n'y avait pas de... Au début, j'ai commencé à faire des essais de manche, en disant, alors en fait, il y a beaucoup de choses philosophiques sur le rapport au corps, machin. Et en fait, mon rédacteur en chef m'a dit, ouais, c'est juste un super sujet sur le plaisir féminin en toile de fond. Ouais. Et en fait, il n'y a pas eu de débat. Moi, je m'étais auto-censurée en me disant, il faut pas trop parler de ces sujets-là. Et en fait, si, et l'accueil que mes deux rédacteurs en chef ont eu sur ce sujet-là, ça m'a vachement confortée de me dire, ok, il y a un truc à faire, il faut en parler, il faut médiatiser ce truc-là, et peut-être donner une vision un tout petit peu moins médicale et dramatique et poser des questions, plus d'ordre d'intime, mais pas seulement les petites gloires, aussi les petites défaites, les petits fails,
parce que c'est vraiment un vrai chemin de croix, je pense, la quête du plaisir et l'accès au plaisir. Et c'est fait de plein de petites choses, de petites victoires, type son premier orgasme ou sa première masturbation, des grands fails, type des premiers débats qui se passent pas forcément très bien. Et de raconter tout ça et d'éduquer toute cette population-là qui n'a pas forcément toutes les clés autour de cet accès au plaisir par le rire, pour moi c'est hyper important. T'as eu carte blanche sur le projet en fait, on t'a pas donné de limite. Ouais, après c'est une discussion, c'est comme pour n'importe quel sujet, donc c'est une rédaction, ça fonctionne de manière assez pyramidale, il y a un producteur, un concept, un chef d'édition, et puis voilà, moi je suis tout en bas, la journaliste. Donc après, non, il n'y avait pas de truc genre, tu ne parleras pas de clitoris, tu ne parleras pas de machin. Non, ça pour le coup, j'ai eu aucun interdit. Après, ils m'ont dit, fais-toi confiance, tourne, et puis une fois qu'on arrive en montage, discutons ensemble de ce qui est intéressant à mettre en avant. Peut-être que, et puis la volonté intrinsèque de Brutix, c'était de vouloir faire des documentaires courts, impactants. Parce qu'on aurait pu faire 8 heures de débat autour du plaisir féminin et de machin, surtout avec ces 4 meufs-là dans le hammam qui discutent de leur vie sexuelle amoureuse et leur découverte de leur corps et compagnie. On aurait pu y passer des heures et des heures. Et en fait, on s'est dit, il vaut mieux que le message passe, il vaut mieux que ce soit court, impactant et qu'il y ait un vrai enjeu derrière. Donc non, j'ai pas eu du tout j'ai eu vraiment carte blanche. Et à la fin, au montage, on a tout posé sur une timeline et on s'est dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on raconte, est-ce que tel truc vaut vraiment la peine d'être mis en valeur. Il y a eu beaucoup de débats sur des infos et des éléments de débat qu'il y a eu entre les 4 mots du hammam, dire bon, est-ce qu'on parle de ça ou est-ce qu'on parle pas de ça, est-ce qu'on peut faire, est-ce que machin, qu'est-ce qui est du domaine de l'acquis, on pense c'est de l'acquis parce que voilà, il y en a eu notamment un gros débat sur un petit bout de séquence entre les 4 meufs du hammam où elles parlaient de justement masturbation et de la première fois qu'elles ont découvert la masturbation, et en fait on se rend compte que c'est hyper tôt. Ouais. Louise notamment, elle raconte qu'elle a découvert son corps vers 3-4 ans et qu'elle a très vite compris les enjeux autour de ça. Et mon rédacteur en chef disait mais ça, est-ce que c'est pas censé être de l'acquis déjà, enfin, on sait quand même ce truc-là. Vraiment, c'est pas si sûr et tout. Et donc en fait, ça a été un vrai débat hyper constructif, sans tabou, sans jugement, sans prérogative, de se dire ok, si toi t'estimes au vu de ton enquête que pour beaucoup de nanas c'est pas acquis, allons-y quoi. Parce que tes acteurs, entre guillemets, les témoins du documentaire Plaisir, se livrent librement et vraiment sans tabou, comme tu l'as dit, sur leur vécu sexuel. Donc du coup, c'est des gens qui ne sont pas des acteurs, c'est des gens de la vie quotidienne. Comment tu as géré ça ? Comment tu les as préparés à discuter librement comme ça ? Alors, j'ai passé beaucoup de temps avant d'appuyer sur REC, sur la caméra. J'ai la chance d'avoir une équipe qui m'a vachement soutenue en production aussi, parce que on oublie un peu cette partie-là, mais un doc, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Et il y a pas mal de choses. Je fais une mini-digression parce que j'ai bossé en boîte de prod en indépendante pendant 10 ans avant ça, et ne serait-ce que de se faire offrir un billet de train par la production pour rencontrer les persos et aller boire un coup avant de commencer à même parler du documentaire, c'est quelque chose, c'est un luxe formidable et qui nous permet, je pense que c'est notre force de pouvoir rencontrer les gens sans caméra avant, de se présenter, de mettre un visage sur un nom et sur un projet, parce que on peut, je trouve que c'est surtout sur un sujet comme ça, je me suis dit c'est pas des gens qui se convaincre par téléphone, c'est un peu dur de parler d'intime. En plus on avait un dispositif de réalisation, on voulait reproduire un peu un tableau à la Sex and the City, donc tout ce décor un peu de hammam, de mise à nu métaphorique en se mettant la petite serviette et un maillot de bain. C'est vraiment une dimension presque métaphorique, je veux dire on se met à nu dans tous les sens du terme, sans que ce soit choquant ou quoi, mais donc du coup ce qui m'a permis de les convaincre et de les mettre en confiance, c'est de passer beaucoup de temps sans caméra avec elles. Par exemple, Louise et Mathilde, elles viennent de Marseille, donc j'ai pu aller les rencontrer à Marseille et boire des coups avec elles un soir. On a pu du coup se détendre et on est presque devenues copines en fait à l'issue du verre. Et donc du coup ça fait que le résultat à l'image il est génial parce qu'elles sont hyper open, comme s'il n'y avait pas de caméra en fait, et c'est ça les faire chercher. Parce que c'est vrai, il y a plusieurs femmes qui partent du préjugé sale de la masturbation, se masturber, c'est sale. Mais c'est vrai, quand on regarde l'esthétique de Plaisir, au contraire, les lieux, ils sont super beaux, propres, voire super luxueux. C'était volontaire, du coup, dans ton choix de réalisation, j'imagine. Alors pareil, ça a été un grand questionnement en interne, de dire est-ce qu'on fait un truc très chiadé, très beau, ou est-ce qu'on fait un truc plus street, plus brut, finalement.
j'ai toujours pas la réponse à la question de est-ce que ça aurait été mieux de se mettre au bord d'une piscine municipale. Disons qu'on a voulu créer un univers. En fait, j'ai voulu, moi je pense, faire un espèce de clin d'œil à la moi d'il y a 15 ans qui regardait Sex and the City en fait et qui a vu un peu la même chose dans un cadre très joli. Enfin, moi j'ai le souvenir d'un épisode de Sex and the City, je me souviens plus lequel, mais où elles sont dans un hammam et elles parlent, elles se mettent à nu, elles parlent de tout, elles parlent de leur complexe, elles parlent de leur rapport aux hommes, parce que c'est beaucoup de relations hétérosexuelles dans Sex and the City, beaucoup de questionnements même sur la féminité, sur l'amour, sur le rapport à l'autre, et c'est un peu ça que j'ai voulu reproduire en disant là par contre on met sur la table des sujets qui n'ont jamais été abordés. C'est un peu l'écueil de Sex and the City, mais bon, c'est pour l'époque aussi, c'est dans le contexte de l'époque, mais je trouve qu'aujourd'hui, je me suis rematé justement la première saison et la deuxième saison de Sex and the City avant de me replonger dans le doc, en me disant en fait il y a certains trucs, ils ont distribué certaines cartes qui méritent d'être redistribuées aujourd'hui, notamment sur l'injonction au plaisir, dont on parle un peu avec Adélaïde dans le doc, sur il faut absolument jouir si on veut être une femme épanouie, me stylée, machin truc, alors que pas si évident, la quête de son corps et compagnie, et tous ces sujets-là ont été un peu éludés dans cette forme de ceci, mais encore une fois, il n'y avait pas une telle prise de conscience du corps et de la parole qu'on est aujourd'hui. Mais du coup, je pense que ce choix de lieu, je me suis un peu battue pour l'avoir parce que je voulais avoir un espèce de rappel. Mais après, c'est peut-être pas le bon calcul, mais je pense que des meufs de ma génération qui ont grandi dans leur rapport aux autres et au rapport à la féminité, à l'amour, au sexe, avec le modèle de Sex and the City, là, de reprendre ces codes-là visuels pour se réapproprier version 3.0 2022 avec la question du genre, la question de la masturbation, de prendre ces sujets-là et de donner la parole aux garçons aussi, de dire en face comment ça a été déconstruit. Donc voilà, c'est un peu important pour moi de faire ce petit clin d'œil, mais je suis pas sûre que tout le monde est la reste. Tu as travaillé avec Stéphanie Coquelet à la réalisation du doc Plaisir. Ouais. Comment vous êtes réparties les tâches toutes les deux ? Alors, on n'a pas la même formation. Steph, elle est monteuse de formation et réal, et moi, je suis vraiment journaliste. Donc, ça a été un travail collégial entre elle et moi, où on s'est beaucoup parlé avant même d'entrer en tournage. Donc, je lui ai présenté mon casting, entre guillemets, c'est-à-dire les personnes que j'avais sélectionnées pour parler dans le documentaire. Et donc, on s'est dit, tiens, ce serait intéressant peut-être de mettre en avant telle question, de mettre en avant telle problématique. Et Steph a été un rock pour moi dans toute l'élaboration du documentaire, que ce soit en amont, pendant le montage et même après. Et voilà, parce que c'est un sujet pas évident à aborder, où on se dit comment ça va être perçu, qu'est-ce qui est du domaine de l'ineffable, qu'est-ce qui est du domaine de l'acquis. Et Steph est un peu plus âgée que moi, et donc du coup elle a eu un peu un rôle de grande sœur pour moi là-dedans, et on a fait 10 000 propositions sur la timeline de montage, parce que c'est un sujet où tu peux le monter, le raconter à peu près 166 façons par jour, qu'on a fait. Et c'était pas facile de trouver la bonne musique qui allait parler à la génération brute, qui est entre 15 et 25 ans, la dimension des curieux qui sont peut-être un peu plus âgés, les gens de ma génération, voire les plus jeunes, et puis ceux qui sont pas du tout éveillés à la dimension de la masturbation et du plaisir féminin. D'ailleurs, on l'a vu dans certains commentaires sur les réseaux sociaux où le sujet a été assez décrié par certaines personnes. Et au moins, ce qui est intéressant, c'est que ça fait débat. Et Steph a été un rock dans toute cette élaboration-là. Combien de temps il y a eu entre l'idée du projet et la diffusion sur Brut ? Je sais plus bien, pas si longtemps que ça en soi. Le sujet a pris un petit peu de retard parce que justement je voulais que le casting, alors je mets des gros guillemets à casting à chaque fois, mais c'est un peu ce qu'on était nous dans le jargon. Je voulais que les personnes qui allaient prendre la parole, autant caler Mickaël et Brigitte Womanizer, ça s'est réglé en 2 temps 3 mouvements, le temps de 2 coups de fil, prendre 2 billets d'avion et c'était réglé. Donc on aurait pu le sortir très vite, mais je voulais prendre vraiment du temps pour rencontrer les personnes qui allaient interagir dans ce documentaire. Et en plus, je voulais que ce soit pas un truc trop parisiano-parisien. Donc je voulais vraiment rencontrer des gens. J'ai eu plein d'écueils aussi parce qu'il y a des gens que je suis allée rencontrer jusqu'à Grenoble, d'autres en Bretagne, qui étaient hyper chauds. Et puis après, une fois que l'euphorie du moment est passée et qu'il faut vraiment rentrer en tournage, dire non, en fait, je vais pas le faire parce que c'est quand même un peu chaud.
Donc j'ai eu pas mal de déconvenus, enfin pas de déconvenus, c'est la vie, enfin je peux pas leur en vouloir. Moi je leur demanderais de me mettre en maillot de bain et de raconter mon rapport au plaisir et à la masturbation, je sais pas si je dis, non, je dirais non. Mais voilà, c'est essentiel de prendre la parole et j'ai énormément de respect et d'admiration pour toutes ces personnes qui ont pris la parole à visage découvert dans le documentaire, qui se sont mis à nu dans tous les sens du terme. Donc voilà, c'est pour ça que du coup le sujet a pris un peu plus de temps que prévu. Donc je crois que le documentaire, on l'a lancé quelque chose autour de début octobre. Okay. Et ça a été diffusé en février. Après, le sujet était prêt avant Noël. Okay. Et après, je pense que l'équipe de marketing s'est dit que ce serait cool de diffuser ça au moment de la Saint-Valentin pour justement casser le code très attendu des fleurs, des petits oiseaux, du chocolat. Et on s'est dit, non, on va parler de masturbation pour la Saint-Valentin, quoi. J'ai vu sur ton compte Instagram, tu avais posté une photo d'une femme qui faisait partie de ton équipe technique et tu disais que tu avais fait le choix d'avoir une équipe 100% féminine. Tu peux nous expliquer pour quelles raisons ? Déjà parce que dans notre profession, on met pas souvent en avant les meufs. Et donc je trouvais que c'était l'occasion rêvée de mettre en avant le travail des meufs dans cette profession parce que voilà, c'est un métier qui évolue sans cesse. À Brut, on a la chance d'avoir une bienveillance, une écoute et une déconstruction à tous les niveaux. Et donc du coup, quand j'ai voulu imposer une équipe 100% féminine, personne m'a dit des phrases à la con du genre mais pour porter les caméras, ça va être très lourd, des trucs comme ça. Et en fait non, il y a des putains de meufs trop stylées, ultra badass, qui peuvent faire ce boulot-là. C'est pas du tout un boulot d'homme. Enfin bref, puis le sujet, pour le sujet, ça s'est traité mieux. Je me suis dit bon déjà, on va demander à des nanas de se foutre à moitié à poil, de parler de leur rapport au corps et compagnie. Voilà, je voulais créer un cadre de confiance et de bienveillance où personne se juge et compagnie. Et puis c'est une équipe hyper collaborative, c'est-à-dire que j'avais dit à Zara, à Yamour ou à Sivan, qui sont donc les ingénieurs du son et caméra woman, de dire en fait s'il y a des questions qui vous viennent pendant le truc, moi j'ai pas parole d'évangile, quoi. Je connais pas tout du sujet, on a tous et toutes notre curiosité. Donc voilà, allez-y gaiement. Et je m'étais dit que créer une atmosphère entre filles, ça pouvait faire un peu du bien, cette espèce de sororité, le temps d'un tournage pour se sentir pas jugé, détendu et de pouvoir aborder des choses de façon plus touchante. Et peut-être que si il y avait eu des garçons après, ça se trouve, vu comment Louise, Astrid et Mathilde sont hyper à l'aise, peut-être que ça l'aurait fait aussi avec une équipe pas forcément féminine, mais moi je trouve ça cool pour une fois de mettre à l'honneur les meufs et d'avoir une équipe 100% féminine, c'est pas tous les jours que ça arrive. Merci pour ça en tout cas. J'aimerais terminer cette interview avec une dernière question. C'est quoi ton meilleur souvenir sur ce projet ? Je sais pas si c'est super politiquement correct, mais non, franchement j'ai eu que des bons souvenirs globalement sur ce doc. J'ai adoré justement bosser avec Yamour notamment, Zara et Sivan. Zara, j'avais jamais bossé avec elle. Sivan, j'avais déjà bossé avec elle sur d'autres sujets. Et Yamour, elle a ses propres films aussi qu'elle doit gérer toute seule pour Brut. Et elle a répondu à mon appel désespéré un soir, je sais pas quelle heure de la nuit, en disant il me faut une deuxième caméra, je veux absolument une fille avec moi, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir avec moi je me sens pas, parce que je sais pas si ça s'entend, mais je suis quelqu'un d'assez angoissé. Ouais. Et donc du coup, j'avais besoin de quelqu'un pour me tempérer aussi là-dessus, de meuf de terrain aussi qui a l'habitude des conditions de tournage hyper difficiles. Et donc voilà, donc ça c'est fait partie des bons souvenirs, c'est d'avoir ma copine Yamour, c'est vraiment une amie dans la vie, de l'avoir avec moi, c'était hyper précieux. Ça c'est le souvenir mignon, on va dire. Et le souvenir un peu marrant que je peux avoir, c'est quand je suis allée filmer Brigitte et Mickaël dans leur résidence secondaire à Majorque, qui fait fortune grâce au Womanizer. C'est leur naturel et leur autodérision. C'est-à-dire que j'avais rien prévu sur ce tournage. Je m'étais juste dit, bon, on va faire une interview, puis on va voir comment ils vivent. Et à 10h30 du matin, je me dis, bon, si vous voulez, on peut ouvrir une petite bouteille de champagne. Il est un peu tôt quand même, il fait 29 degrés grand soleil, il est 10h du mat, on va péter les polos sur le champagne. Puis après, si vous voulez la boire devant nous et que vous nous autorisez à fumer, moi j'ai pas de problème. Ouais, pas de problème.
Et donc la séquence est à mourir de rire. C'est parce qu'on clair. dirait des gros pimps dans un clip de rap avec leurs lunettes et tout. Et le plus dingue dans cette histoire, c'est que la bouteille de champagne, c'est une bouteille de champagne Lidl à même pas 10 €, quoi. C'est qu'en fait, ils sont juste là pour le kiff, tu sais. Genre, Mais ça se voit. ils s'en foutent de la valeur de l'argent, ils sont juste là pour kiffer, quoi. Et j'ai trouvé ça génial comme message, en fait. Merci beaucoup Victoire pour cette entrevue. Ah, merci à toi.